Au sommaire de cette édition, transition au Burkina Faso, la révolution sankariste était en marche. Le capitaine Ibrahim Traoré, parti à la tête de la transition, à l'issue des assises nationales, serait sur la voie de la révolution amorcée il y a 35 ans par l'ancien président Thomas Sankara. On en parle dans ce journal. Toujours au sommaire de cette édition, Guinée équatoriale présidentielle, 2 candidats contre Teodoro Obiang. Le compte à rebours est bien lancé. Il s'agit notamment d'Andrés Essono Odo et de Monsou Assoumou. L'un est à sa troisième tentative et l'autre est à son tout premier essai. Nous en parlerons également dans cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition d'information du Grand Journal sur For You Télévision. Nous débutons donc du côté du Burkina Faso où nous parlons justement de l'assassinat de Thomas Sankara, c'est 35 ans. 35 ans donc après l'assassinat du leader burkinabé, Thomas Sankara, le pays des âmes intègres, commémore celui-là même qui a donc donné un sens à la vie du côté du Burkina Faso. Eh bien, un sens à la vie du côté du Burkina Faso, un moment fort pour le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, de se rappeler des moments inoubliables en déposant une gerbe de fleurs au mémorial érigé au sein même du conseil de l'antenne de Ouagadougou. Et justement ici, comme habité, et bien sûr, Nobissi reviennent avec plus de précision. Le président de la transition a fait son entrée ce 15 octobre 2022 au mémorial Thomas Sankara sous l'exécution de l'hymne national, des cris et des applaudissements nourris du public. Le capitaine Ibrahim Traoré a procédé au dépôt de gerbes au mémorial érigé au sein du conseil de l'entente à Ouagadougou, où Thomas Sankara, le père de la révolution, et ses compagnons ont été assassinés froidement le 15 octobre 1987, 35 ans. Après cet assassinat, l'homme fort du Burkina Faso a le souvenir d'un panafricain, d'un révolutionnaire, celui-là même qui a donné une toute autre image d'une Haute-Volta qui devint Burkina Faso. La cérémonie sobre a connu la participation de plusieurs figures de la révolution, des partis politiques, d'organisations de la société civile, des personnalités diverses. Au cours de la solennité, le capitaine Ibrahim Traoré a serré la main des représentants des familles des 13 victimes du 15 octobre 1987 avant de quitter les lieux sous les ovations du public comme à son arrivée. L'histoire retiendra 35 ans après la disparition d'un leader panafricain, le Burkina Faso se voit aujourd'hui dirigé par celui-là même qui a vu l'homme comme une idole. Nous sommes toujours du côté du Burkina Faso et nous vous l'annoncions justement en titre. Aujourd'hui, la rédaction centrale de For You Télévision s'interroge: la révolution sankariste est-elle en marche avec Ibrahim Traoré? Eh bien, en renversant le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, le capitaine Ibrahim Traoré, parti à la tête de la transition à l'issue des assises nationales, sera donc sur la voie de la révolution amorcée il y a donc 35 ans par l'ancien président Thomas Sankara. Eh bien, son arrivée à la tête du Burkina Faso a donc suscité d'énormes espoirs, surtout au sein de l'opinion publique donc burkinabé, qui n'hésite pas à comparer le capitaine Ibrahim Traoré à bien qu'au père de la révolution burkinabé sur des traits de ressemblance. Eh bien, prenons donc plus d'actualité avec vous, Ngueni. Du droit de faire à disposer de l'air. En quelques jours, il a conquis les cœurs et même les plus sceptiques se sont montrés réceptifs. En renversant le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba le 30 septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré ne s'imaginait pas en si peu de temps porter une révolution aujourd'hui qualifiée de révolution sankariste à tout point de ressemblance. Le capitaine Ibi, comme on l'appelle affectueusement pour sa première sortie officielle en tant que chef d'État, a rendu visite à un autre capitaine venu également au pouvoir à 34 ans comme lui, après un coup d'État militaire comme lui, mais mort un jeudi noir du 15 octobre 1987. Au mémorial érigé en l'honneur de Thomas Sankara, le père de la révolution burkinabé et héros de la jeunesse africaine puisqu'il s'agit de lui, le président de la transition a reçu le flambeau de la révolution, tout en symbole déployé à l'occasion du 35e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara pour demander sans doute au jeune capitaine de continuer le combat du supplicié du 15 octobre 1987, 35 ans après. Il est donc logique que certes le combat reste le même,
Mais les époques ont bien changé, d'où la nécessité de changer de stratégie compte tenu de l'urgence et des priorités. Il faut vraiment changer le rythme. Il faut changer le rythme, il faut aller vite. Tout le pays, c'est de l'urgence. Donc chacun à son niveau doit pouvoir aller plus vite et abandonner les lourdeurs administratives inutiles là. Il faut donc aller vite, très vite, changer de rythme, oser lutter, savoir vaincre. Bref, rompre avec les vieilles pratiques impérialistes et néocolonialistes, se réapproprier le combat de Thomas Sankara pour un retour à la vraie authenticité. Camarades, l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme, le fantocisme, les voleurs, les paresseux, les détourneurs, les magouilleurs. S'assumer et s'affirmer sur la terre de leurs ancêtres sans complexe aucun. Les Burkinabés en particulier et les Africains en général portent plus que jamais cette révolution, l'héritage même de Thomas Sankara. Lui, à la simple évocation des termes la patrie ou la mort, était certain que quelque part, un peuple fort de son histoire et de son idéologie, de quelque nature qu'il soit, était prêt à vaincre. Nous fermons cette page du côté du Burkina et nous allons tout droit du côté du Mali où nous parlons donc de l'affaire des 53 civils tués donc à Bandiagara. Eh bien aujourd'hui la CNDH invite donc le gouvernement à diligenter les différentes enquêtes ouvertes. L'appel a été fait le 13 octobre 2022, c'était par voie de communiqué et justement dans ce reportage avec vous nous y revenons pour plus de précisions. Le 13 octobre 2022, dans un communiqué, la Commission nationale des droits de l'homme en abrégé, CNDH, est par ailleurs présidée par Agibou Bouharé, s'est fortement dite préoccupée par des allégations de violence des droits humains dont font l'objet des populations civiles, notamment dans les régions du nord et du centre du pays du Mali, et dont les plus récentes sont relatives à l'assassinat, dans la nuit du 16 au 17 septembre, de 53 civils dans le village de Goni-Abé, secteur de Bandiagara. Se fondant principalement sur la Constitution du 25 février 1992, la Charte de la Transition, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et bien d'autres, la CNDH rappelle l'État malien principal débiteur en matière de droits humains de veiller à la mise en œuvre des droits fondamentaux des populations en tout temps et invite par ailleurs le gouvernement à prendre des mesures nécessaires et légales pour une meilleure protection des populations civiles. Et dans la même lancée, encourage les FAMA dans leur mission de protection des populations et de leurs biens. Se réjouit également du communiqué numéro 059 du 7 octobre 2022 de l'État-major général des armées rappelant le strict respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire et annonçant justement l'ouverture d'une enquête par la prévôté en vue de faire la lumière sur les allégations suscitées. Il invite également le gouvernement à diligenter les différentes enquêtes ouvertes et à rendre publics les rapports en résultant. Recommande les autorités d'assurer une meilleure prise en charge des victimes, notamment les déplacés internes. Pour la CNDH, la protection des droits de l'homme est une responsabilité partagée. Eh bien, mesdames, messieurs, nous sommes toujours du côté du Mali. Eh bien, demain, de ce côté, donc mardi, s'ouvre le Conseil de sécurité. Au menu, l'analyse de la situation au Mali. Cette réunion qui se tient donc demain n'a cependant rien à voir avec la session d'urgence sollicitée par le Mali par lettre en date du 15 mai, à datant du 15 août 2022 j'y arrive, et relative à la plainte sur le soutien de la France au groupe terroriste présent dans le septentrion malien. Plus de détails dans ce reportage. Au centre des échanges, l'analyse de la situation au Mali. La réunion qui se tient mardi devra informer les membres du Conseil de sécurité sur l'évolution de la situation depuis la précédente rencontre tenue en juin dernier.
Le rapport couvre la période de juin à septembre 2022. Au cours de cette réunion, le document qui sera soumis aux membres du Conseil a été élaboré conformément aux dispositions de la résolution relative au mandat de la MINUSMA. Bien plus, le rapport est articulé autour de points relatifs aux événements politiques marquant à la situation sécuritaire, aux droits de l'homme, à côté de la situation humanitaire, à la situation économique et aux défis opérationnels de la mission. À cet effet, le Mali, à travers le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, participera à cette séance publique du Conseil. Et justement, il devra donc partager avec les membres du Conseil les observations du gouvernement malien sur le rapport et de soumettre les attentes des populations. Précisons que cette réunion se tient tous les 3 mois selon un format précis qui prévoit la prévention du rapport par le secrétariat des Nations Unies, suivi dans certains cas de l'intervention d'un représentant de la société civile, ensuite les discours des membres du Conseil de sécurité. Notons que la réunion qui se tiendra donc demain n'a rien à voir avec la session d'urgence demandée par le Mali par lettre en date du 15 août 2022 relative à la plainte contre la France. Lors de la dernière réunion du Conseil de sécurité consacrée au Mali, en juin 2022, le mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali avait été prorogé d'1 an par 13 voix pour et 2 abstentions. Cette réunion avait été le théâtre de fortes divergences entre les membres du Conseil sur la nature de la mission onusienne dans le Mali. Et puis donc présidentielle du côté de la Guinée équatoriale. De ce côté, le compte en rebours est bien lancé depuis le vendredi 14 août 2022. Et bien donc à 1 mois de l'échéance, les 2 candidats s'affronteront donc à Timerine et Teodoro Obiangema Basogo sont donc connus. Il s'agit justement d'Andrés Sono Ondo et de Monsou Asumu. L'un est donc à sa 3e tentative et l'autre est donc à sa toute première tentative. Notez-vous justement dans ce reportage Kwechu. La Commission électorale nationale équato-guinéenne a clos vendredi dernier la période des candidatures pour les élections présidentielles, législatives, sénatoriales et municipales prévues le même jour et proclamé officiellement les candidats retenus selon la télévision d'État, TVR. Ils seront 2 candidats face au président Teodoro Obiangema Basogo le 20 novembre prochain, date prévue des élections. 2 candidats a tenté d'empêcher le président Obiangema de briguer un 6e mandat après 43 ans à la tête du pays. Le premier, Andrés Sono Ondo, candidat de la Convergence pour la démocratie sociale, CPDS, seul parti d'opposition qui ne soit pas interdit. Ce dernier se présente pour la première fois aux élections présidentielles. Tout à côté, le deuxième candidat est un nom beaucoup plus connu à cet exercice, Monsou Asumu, issu de la coalition social-démocrate PCSD, jusqu'alors allié au PDG dans les scrutins législatifs et municipaux. Le PDGE est le parti au pouvoir qui détient 99 des 100 sièges à l'Assemblée nationale sortante et la totalité des 55 sièges du Sénat. Monsou Asumu, bien que 3 fois candidat, est donc considéré par l'opposition comme étant un faire-valoir du chef de l'État, n'ayant récolté durant ses candidatures de 2002, 2009 et 2016 des miettes de voix en sa faveur. À 80 ans, Teodoro Obiangema Basogo part donc favori de ces élections présidentielles, lui qui déjà en 2016 avait été réélu avec plus de 93,7% des suffrages. En Tunisie, dans un communiqué daté du 15 octobre 2022, le Fonds monétaire international a annoncé qu'un accord a été signé avec les autorités tunisiennes au niveau justement que désespèrent pour un prêt de 1,9 milliard de dollars sur 48 mois, ceci pour soutenir les politiques économiques du pays. Et bien l'accord final reste donc tributaire de la décision du Conseil exécutif du Fonds qui doit donc se réunir au mois de décembre. Et ici justement, et Mamoto a suivi cette information pour nous. Elle y revient avec plus de précision.
Après un long moment de négociation, les autorités tunisiennes et le Fonds monétaire international sont parvenus à un accord au niveau des services sur les politiques et les réformes économiques qui seront soutenues par un nouveau mécanisme élargi de crédit de 48 mois avec un accès demandé de 1,472 milliard de droits de tirage spéciaux équivalent à environ 1,9 milliard de dollars. Selon le FMI, cet accord entre dans le cadre du mécanisme élargi de crédit et vise à restaurer la stabilité macroéconomique, à renforcer les filets de sécurité sociale et l'équité fiscale et à accélérer les réformes qui favorisent un environnement propice à une croissance inclusive et à la création d'emplois durables. Une délégation tunisienne a participé aux rencontres d'automne de Washington dans le but de sceller cet accord. L'institution financière internationale explique que la détérioration de l'environnement mondial et les prix internationaux élevés des matières premières présent lourdement sur l'économie tunisienne, ajoutant une faiblesse structurelle sous-jacente dans un contexte socio-économique difficile. La croissance ralentira probablement à court terme, tandis que la hausse des cours internationaux des matières premières exercera des pressions sur l'inflation ainsi que sur les soldes extérieurs et budgétaires de la Tunisie. En juillet dernier, la Tunisie avait entamé des discussions préliminaires avec le FMI pour obtenir un nouveau prêt. L'institution financière internationale avait réclamé en contrepartie des réformes profondes. L'inflation en Tunisie a grimpé à 9,1% en septembre dernier, soit son plus haut niveau depuis près de 40 ans. Dans son rapport sur les perspectives de l'économie mondiale, le FMI a estimé que la croissance en Tunisie devrait s'établir à 2,2% en 2022 et à 1,6% en 2023. Et puis donc, de l'autre côté du monde, nous sommes désormais de côté de la Chine. L'union fait la force et la victoire requiert l'unité, a donc lancé le dirigeant de 69 ans qui a mené ces dernières années une redoutable campagne anti-corruption destinée, selon ses critiques, à faire le ménage chez ses rivaux. Au pouvoir depuis 2012, le président devrait donc, sauf coup de théâtre, obtenir un troisième mandat de 5 ans à la tête du parti et donc du pays. Ce nouveau sacre, attendu le 23 octobre, lendemain de la clôture du Congrès, fera de lui le dirigeant chinois le plus puissant depuis le fondateur du régime, Mao Tse-tung, de 1949 à 1976. Pendant plus d'une heure et demie, Xi Jinping a notamment défendu sa politique draconienne de lutte contre le Covid-19 et le renforcement de la puissance militaire chinoise. Les quelques 2300 délégués du PCC venus de toutes les provinces et pour certains venus même de leur tenue traditionnelle vont d'ici samedi prochain désigner le nouveau comité central, sorte donc de parlement du parti avec quelques 200 membres dans le bureau politique et ses 25 têtes de l'instance de décision. Et à cette occasion, justement, nous vous proposons donc d'écouter cet extrait sélectionné par la rédaction centrale de For You Télévision où bien sûr le président chinois s'exprime. À compter de ce jour, la tâche centrale du Parti communiste chinois sera de mener le peuple chinois issu de toutes les ethnies à réaliser l'objectif du deuxième centenaire de transformer la Chine en grand pays socialiste moderne sous tous les aspects, tout en faisant avancer le renouveau de la nation chinoise par le canal de la modernisation à la chinoise. En vue de construire un pays socialiste moderne sous tous les aspects, nous devons d'abord et en tout premier lieu poursuivre un développement de haute qualité. Le développement est la première des priorités de notre parti pour la gouvernance et le renouveau de la Chine, car sans fondation matérielle et technologique solide, nous ne pouvons nourrir l'espoir de bâtir un grand pays socialiste moderne sous tous les aspects. La Chine pratique depuis toujours une politique extérieure de défendre la paix mondiale et de promouvoir le développement commun afin de promouvoir la construction d'une communauté de destin partagé de l'humanité. La Chine demeure ferme dans la poursuite de la diplomatie indépendante et pacifique. Sa position et sa politique sont toujours déterminées eu égard à la nature des affaires, tout en préservant les normes fondamentales gouvernant les relations internationales, l'équité et la justice à l'échelle mondiale. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du Grand Journal de l'information sur les antennes de For You Télévision Africa. Restez en compagnie de nos programmes.